Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, cette petite histoire à 3000 milliards de dollars. C'est la capitalisation boursière qui a été atteinte hier par Apple. Une première historique dans l'histoire des marchés boursiers. Un emblème peut-être même de la séquence de marché qu'on vient de vivre ces dernières années, puisque Apple aura mis plus de 40 ans depuis sa création pour atteindre son premier trillion de capitalisation boursière. C'était en 2018. 2 ans plus tard, en août 2020, Apple franchissait les 2000 milliards, les 2 trillions de dollars de capitalisation boursière. Et moins de 2 ans après, 1 an et demi à peine après avoir franchi ce milestone des 2 trillions, Apple a touché hier en séance donc les 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Effectivement, un bon résumé peut-être de l'époque boursière dans laquelle on vit aujourd'hui. On aura l'occasion de commenter cette actualité avec nos invités et ce soir notamment dans la grande édition à partir de 17h. Nous parlerons également des enjeux et des scénarios de marché qu'il faut avoir en tête pour ce début d'année 2022, un début d'année en trombe sur les marchés puisqu'on voit à la fois une forte hausse des actions aujourd'hui encore et puis des taux longs qui se sont nettement redressés. On était resté sur 1,50 pour le 10 ans américain à la fin de l'année 2021, il y a quelques jours à peine. On est à plus de 1,60 désormais et on voit des taux longs en Europe également qui se sont un peu redressés avec un 10 ans allemand qui revient autour de moins 10 points de base actuellement. Arnaud Faller, le directeur des investissements de CPR Asset Management, sera avec nous par téléphone dans quelques instants. Et puis 2022, l'année du stock picking. Peut-être que effectivement c'est une stratégie qu'il faut avoir en tête tant les indices sont élevés en termes de valeur aujourd'hui avec des concentrations très très fortes. Confère le poids d'Apple aujourd'hui, 7% du S&P 500. Regardons peut-être la manière de sélectionner les dossiers dans un univers d'investissement très dispersé et on parlera justement de l'investissement décoté, l'investissement value avec Marc Renaud, le président de Mandarine Gestion qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Une tendance très positive pour cette deuxième séance boursière de l'année 2022. Les infos clés à mi-séance, c'est avec Eva Ben Saadi. Fort de la première clôture de son histoire au-dessus des 7200 points, la Bourse de Paris poursuit sa lancée ce mardi. Les investisseurs semblent avoir intégré le fait qu'ils devront composer avec le variant Omicron, ainsi qu'avec la perspective d'un resserrement de la politique monétaire des grandes banques centrales. À Wall Street, hier, le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé sur de nouveaux records. Apple est devenue la première entreprise américaine à atteindre la barre des 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière, tandis que la capitalisation de Tesla s'est renforcée de 144 milliards de dollars à la faveur d'un record de livraison au 4e trimestre. Le marché surveillera demain les minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed, ainsi que le rapport sur l'emploi en décembre aux États-Unis. Dans l'après-midi, aujourd'hui doit paraître l'indice ISM manufacturier aux États-Unis, attendu en léger repli sur le mois de décembre. En attendant, le principal rendez-vous de ce mardi réside dans la réunion de l'OPEP+, qui devra statuer sur une hausse de sa production. L'organisation devrait s'en tenir à une augmentation de 400 000 barils par jour en février. Concernant les indicateurs du jour, l'activité manufacturière en Chine a progressé en décembre à son rythme le plus élevé en 6 mois. Les ventes au détail en Allemagne ont bondi de façon inattendue en novembre, en dépit des nouvelles restrictions liées à la pandémie de Covid-19 qui ont freiné la reprise de la consommation dans la plus grande économie d'Europe. Le taux de chômage en Allemagne toujours a légèrement reculé au mois de décembre à 5,2% alors qu'il était attendu stable par rapport à novembre, soit à 5,3%. En France, l'inflation est estimée à 2,8% en décembre par l'INSEE, comme le mois précédent, avec une accélération pour les produits manufacturés et l'alimentation, mais un ralentissement pour l'énergie et les services. Les valeurs à suivre en France aujourd'hui. Air France KLM poursuit sa lancée dans ce début d'année. Le groupe de services parapétrolier CGG est en jolie hausse à la mi-journée après avoir annoncé conclure la cession des actifs de stockage physique et des services associés à son activité Smart Data Solutions.
M6 aussi, qui annonce avoir conclu l'acquisition de 2% supplémentaires du capital de Stéphane Plaza Immobilier, dont il détenait déjà 49%, et prend ainsi le contrôle du réseau d'agences immobilières franchisées. Cette opération valorise la société à 125 millions d'euros pour 100% du capital. À suivre aussi le groupe français de construction Eiffage, qui a annoncé lui avoir remporté 2 contrats majeurs dans le domaine de l'éolien offshore au Royaume-Uni. Holcim aussi, qui annonce avoir finalisé l'acquisition du leader américain du béton prêt à l'emploi, Cowden Inc. Cette acquisition est une autre étape dans sa stratégie 2025 d'accélérer sa croissance verte pour devenir le leader mondial des solutions de construction innovantes et durables. Enfin, via sa holding Orange Digital Investment, Orange annonce investir dans le fonds de capital risque Move Capital One, un fonds qui soutient les futurs champions B2B de la tech européenne. Eva Ben Saadi avec nous pour Tendance Mon Ami aujourd'hui à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et on attaque cette émission avec Arnaud Faller qui nous retrouve par téléphone, directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Bonjour Grégoire. Bon, démarrage en trombe sur les marchés. On a 2 séances de bourse pour cette première, pour ce démarrage de l'année 2022. What could go wrong, comme disent les anglo-saxons, Arnaud. On a retourné tous les sujets d'inquiétude dans tous les sens. L'inflation, le sanitaire, la vague Delta, la vague Omicron. Rien n'y fait. Les marchés actions sont en téflon. Oui, donc pour l'instant, on a l'impression qu'effectivement le train va pouvoir se poursuivre encore un peu. Effectivement, le front sanitaire, c'est un point d'attention, mais c'est vraiment pas un grand handicap. Pourquoi ? Parce que la vague, certes, est très forte, 1 million de cas aux États-Unis, 200 000 chez nous en France, mais clairement avec des cas beaucoup moins sévères. Et d'ailleurs, on suit tout simplement le taux d'utilisation des respirateurs artificiels au Royaume-Uni, puisqu'ils sont un peu en avance par rapport à nous, et encore plus en avance par rapport aux États-Unis. Et on voit bien que ces taux d'utilisation sont stables. Donc, le constat est le même, beaucoup moins sévère, avec une vague qui sera probablement aussi beaucoup plus courte. Et donc, effectivement, les éclaircies sur le front sanitaire d'arriver dans les prochaines 2 ou 3 semaines. Côté macro, c'est vrai qu'on a l'impression que ça ne sera pas un catalyseur au sens où elle est annoncée assez forte en 2022, entre 3,5 et 4 en zone euro, même ordre de grandeur aux États-Unis. Le plan Bill Baker, on sait qu'il devrait être voté, même si le sénateur Manchin se manifeste encore. Et il nous semble que ça ne sera pas un obstacle, en tout cas pas rédhibitoire, d'une manière à ne pas l'adopter d'une manière ou d'une autre dans les prochaines semaines. La Chine, ça ralentit, mais là encore, c'est plutôt dans l'ordre. Donc qu'est-ce qui va vraiment être le catalyseur pour les... Comme d'habitude, ça va être les politiques des banquiers centraux quand même, des banques centrales. Ça l'a été depuis plusieurs années, ça va continuer. Donc aujourd'hui, les marchés sont persuadés que justement les banques centrales pilotent très très bien la lutte contre l'inflation. Donc avec des hausses finalement assez modestes. Et un rythme d'ailleurs de hausse assez faible, parce que dans le passé, il y a eu des fois des hausses de 50 centimes à raison de chaque FOMC. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt des hausses de 25 BP, par exemple sur la Fed, anticipée en 2022, et même la BCE, le marché anticipe plutôt une hausse en 2023. Ce qu'il faudra regarder, c'est l'hypothèse majeure, c'est oui ou non le taux cible d'arrêt de la Fed, c'est le fameux entre 2,5 points de base horizon 2024. Est-ce qu'on s'arrête là ou pas ? Parce que ça permet, qu'est-ce que les marchés vont regarder ? Ça permet oui ou non au taux d'intérêt réel, qui sont aujourd'hui très négatifs, de ne pas monter significativement. Donc c'est vraiment la boussole à regarder, c'est les taux d'intérêt réels. Pour l'instant, les marchés sont persuadés, encore une fois, qu'ils vont rester relativement sages. Si on va au bout de l'histoire, donc horizon 2024, Arnaud, on a effectivement un taux terminal pour les Fed Funds de la Banque Centrale Américaine à 2,50. Le corps PCE est affiché à 2,1, 2,1%, ce qui nous donne un taux réel à peine positif. Exactement. En 2024. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, c'est encore bien plus négatif, mais il resterait quasiment à zéro. Et alors, ça va tourner évidemment autour de l'inflation. Donc, les marchés sont persuadés aujourd'hui qu'à partir du deuxième trimestre, on va avoir des inflations qui rebaissent, ne serait-ce pour des raisons d'effet de base, parce que l'énergie peut se calmer.
Le problème, c'est que c'est pas du tout certain quand même. C'est-à-dire, d'abord, l'énergie, les prix restent élevés. D'ailleurs, il faut remarquer une volatilité extrêmement forte du prix du gaz et du prix de l'électricité. Ouais. C'est complètement inconnu. C'est-à-dire que ça peut prendre l'équivalent en dollars de baril, le gaz peut perdre 50 ou 80 dollars en une seule journée. Aujourd'hui, en gros, le gaz, ça se traite à des équivalents de 150 dollars le baril. C'est quand même très très élevé. Alors l'offre est très volatile, on voit bien qu'elle est assez régulière, mais la demande aussi en fonction de la météo, etc. Donc c'est pas du tout sûr que les prix de l'énergie rebaissent significativement et structurellement. Il nous semble au contraire, ça risque d'être très volatile de manière structurelle, et donc ça peut aussi entraîner des effets un peu de second tour. Et puis aussi, il faudra surveiller clairement le front immobilier, c'est-à-dire qu'on voit bien que les loyers dans l'inflation aux États-Unis pèsent beaucoup. Pour l'instant, ça a plutôt été orienté à la hausse. L'alimentaire, donc à l'image de l'Espagne, parce que l'Espagne a publié hier ses chiffres d'inflation, et franchement, ça a surpris à la hausse, c'est quasiment un point au-dessus, c'est-à-dire 6,7 en rythme annuel, c'est beaucoup. Et notamment un segment alimentaire qui était à l'origine de ce saut, et évidemment aussi les salaires. Donc on verra les taux salaires horaires vendredi prochain, avec les chiffres de l'emploi, mais il y a une pression pour augmenter les salaires minimums partout aux États-Unis. Il y a 21 États qui ont augmenté leur salaire horaire, leur salaire minimum au 1er janvier. Donc, surveiller évidemment le taux cible et donc les taux réels. Mais la question, c'est ce que la Fed pourrait faire en amont si jamais effectivement l'inflation ne rebaisse pas. C'est certes augmenter peut-être les rythmes de hausse des taux, mais surtout, et ce serait ça le vrai catalyseur, encore plus que les hausses des taux, c'est la réduction de taille de bilan. Il faut se rappeler que les marchés ont tellement apprécié les hausses de taille de bilan. D'ailleurs, si on fait une corrélation taille de bilan et marché action, c'est clair. Donc si jamais on a l'inverse qui arrive, c'est-à-dire que finalement les banquiers centraux ne réinvestissent plus, tomber, voire revendent éventuellement des titres, ce serait un catalyseur majeur pour des grandes corrections. C'est trop tôt aujourd'hui. C'est pas encore une option évoquée par la Fed officiellement. Hein. Non, c'est clair. Ça risque d'être un débat au cours de l'année 2022, mais probablement fin 2022 et pas avant. Et donc c'est pour ça que le train, au moins pour les prochains mois, devrait se poursuivre. Mais si on cherche qu'est-ce qui peut vraiment faire dérailler ce train, c'est surveiller la taille de bilan des banquiers centraux, en commençant par la Fed, qui serait la première à bouger bien avant la BCE. Si le train continue d'avancer là sur les horizons des prochains mois, Arnaud, en termes de stratégie, d'investissement, d'allocation, on reste donc fondamentalement pro-risque toujours aujourd'hui ? Alors, on est effectivement, on apprécie les actions, même si on n'a pas toutes les voiles dehors, parce qu'on tient compte évidemment du chemin parcouru et des valorisations. En revanche, on préfère nettement les actions des pays développés à celles des pays émergents. Pourquoi ? Parce que les pays émergents, outre le front sanitaire, on voit bien que, par exemple, en Chine, les mesures réglementaires sont pour l'instant encore à l'œuvre, et il faut avoir un peu plus de visibilité pour revenir sur les pays émergents. Donc, pour l'instant, une nette préférence pour les pays développés en action. Évidemment, côté taux, il faut être extrêmement prudent et ne pas croire à un effet stabilisateur des taux. Si jamais il y avait des accidents, ils viendraient plutôt à l'origine des accidents, et donc rester avec des portions obligataires très très faibles, que ça soit sur les taux évidemment des taux émis par les États, que par l'investment grade qui restent, dont les spreads de crédit sont trop faibles pour protéger des hausses des taux. Donc action des pays développés, oui, émergents plus tard, et très peu d'obligations. Merci beaucoup Arnaud, merci pour cet éclairage de début d'année sur la stratégie de marché que vous déployez chez CPR Asset Management. Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, le directeur des investissements de CPR. Et on retrouve donc Marc Renaud à mes côtés en plateau, le président de Mandarin Gestion, pour poursuivre cette discussion de marché. Bonjour et bienvenue Marc. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Donc deuxième séance boursière de l'année. On va parler de la stratégie, et je disais value et stock picking. Hein, c'est votre expertise, en tout cas vous personnellement chez Mandarin Gestion, Marc. Mais un petit commentaire, je l'ai mis à la une. Évidemment, le poids d'Apple, l'emprise
atteint par Apple aujourd'hui sur les marchés, 3 000 milliards de capitalisation boursière, c'est 7% du S&P 500, c'est plus un éléphant, c'est un mammouth dans la pièce. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, il y a plein de manières de commenter cette actualité, mais c'est quand même incontournable aujourd'hui. Alors sans le moins du monde revendiquer d'être un spécialiste d'Apple, ça m'inspire quand même quelques remarques. La première, c'est vous mentionniez que c'était représentatif de ce qui se passait sur les marchés en ce moment. J'ai envie de dire, c'est clairement représentatif de ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. Et on le sait, Apple et 5 autres valeurs représentent un tiers de l'indice. Alors après, quand on regarde, donc là, je fais un petit côté pessimiste, mais en réalité non. Quand on regarde, on voit que la capitalisation boursière est couverte pour grande partie par du cash, tellement ils en ont généré depuis 10 ans. On voit, vous me le rappeliez avant de commencer cette émission, on voit que quelqu'un comme Buffett, qui n'est pas un plaisantin, en fait sa principale ligne. Donc voilà, c'est une boîte remarquable. Elle est plus discrète que Facebook, tout en faisant autant de travail sur le métaverse et des choses comme ça. Ils sont plus discrets, ils sont incroyablement efficaces. Bon, après, vous le savez, c'est pas mon genre de beauté. Non, mais vous avez cité Warren Buffett, qui reste quand même une référence en matière d'investissement value. Alors, il y a beaucoup de changements dans les équipes d'investissement de Warren Buffett, donc il se met un peu à la tech et via Apple, mais est-ce qu'il faut s'inquiéter qu'une entreprise, aussi performante soit-elle, aussi vertueuse, je mets des guillemets à vertueux, soit-elle comme Apple, est-ce qu'il faut s'inquiéter qu'une entreprise puisse atteindre une taille boursière qui dépasse, je sais pas, le PIB français, la capitalisation de beaucoup de marchés boursiers dans leur ensemble, etc. Enfin voilà, la litanie des comparaisons est sans fin. Oui, alors ça leur donne incontestablement des moyens bien plus considérables qu'une dizaine de pays africains réunis. Donc on peut se poser des questions. Non, le principal risque, et d'ailleurs les Chinois s'y attellent et il faudra qu'on le fasse nous aussi, le principal risque, c'est le risque monopolistique, c'est le risque de manipulation, c'est le risque sur le jeu pratiqué par les enfants, sur l'utilisation des données, plus que sur la taille de la capitalisation boursière. Comme vous le savez, ça peut bouger. Ouais. Bon, on suivra ça, on verra. Alors, techniquement, Apple n'a pas tenu les 3 000 milliards de capitalisation boursière en clôture hier. Donc, voilà, on aura matière sans doute à en reparler. La question est de savoir quand est-ce qu'ils vont tenir les 3 000 milliards de capitalisation boursière en clôture, plutôt que de savoir s'ils le feront un jour. Apple, voilà, qui a mis moins de 2 ans pour passer de 2 trillions à 3 trillions de capitalisation sur le marché américain. Quelle est la lecture que vous faites des marchés en ce début d'année 2022, Marc? Alors, on a parlé du phénomène de concentration dans les indices avec la taille d'Apple aujourd'hui. Comment vous regardez peut-être l'autre grand phénomène, celui de la dispersion de performance qu'on a pu observer à travers 2021 notamment? Tout à fait. Alors, c'est pas 21, ça fait les 10 dernières années, en fait, dont 21. On a effectivement un marché qui est vraiment coupé en deux. On est sur des marchés au plus haut, c'est un constat. Si on regarde les indices, mais on a toute une partie de la cote qui est très loin d'être au plus haut. On a vraiment des marchés coupés en deux. C'est lié bien sûr au contexte de taux d'intérêt qu'on a connu, d'où l'intérêt de savoir ce qui va se passer sur les taux dans l'année qui vient. C'est clairement, comme le mentionnait Arnaud, c'est clairement la chose qu'il faut regarder. Hein. On vient de vivre 10 ans de marché tenu à bout de bras par de la baisse des taux. Si on sortait de ça, c'est à minima un changement d'environnement. Et effectivement, un certain nombre de valeurs, alors sans rentrer dans des explications mathématiques ou financières, ces contextes de taux zéro sont très favorables aux valeurs de croissance, aux valeurs défensives, sur lesquelles, à tort ou raison, on pense avoir une visibilité très longue. Elles sont beaucoup plus pénalisantes pour des boîtes cycliques, des boîtes risquées, où vous jouez un retournement à court terme, où le phénomène de taux joue moins. Donc voilà, après, si on regarde à très court terme, en ce début d'année, on a un violent rebond de toutes ces boîtes délaissées. Ouais. Mais j'ai envie de dire, c'est comme ça tous les mois de janvier. Ouais. C'est l'appétit. L'entrain du début d'année. Voilà, l'appétit pour le risque est très fort en début d'année. Mais clairement, il y a un certain nombre de valeurs délaissées, on en parlera peut-être, et de secteurs délaissés qui pourraient, en cas d'inversion de ce scénario de taux, rattraper leur retard boursier. Oui, justement, Marc, parce que depuis, alors on se parle depuis plus d'1 an, mais depuis qu'on se parle depuis l'arrivée des vaccins et qu'on commente le regain d'intérêt peut-être pour la value, j'ai jamais entendu, alors dans le discours, autant d'intérêt de la part des professionnels pour le secteur des financières, par exemple, emblème value. Alors,
Est-ce que c'est juste du discours? Est-ce qu'il y a un vrai regain d'intérêt? Et est-ce que ce regain d'intérêt peut survivre, j'allais dire, à 2021? Parce qu'on a eu des moments value très intenses au cours de l'année passée. Est-ce que, voilà, ces investissements, ce type d'investissement, le secteur des financières en tête, qui est un gros poids dans votre fonds value chez Mandarine, est-ce qu'on peut encore y croire là pour 2022? Alors le secteur bancaire, lui, fait partie des secteurs value qui ont connu un début de redressement. Hein. Rappelons-nous ce que ça valait en 2013, 15, 16, ça ne valait plus rien les banques. Hein. Donc là, ça s'est quand même bien repris après l'élection de Trump d'abord, et ensuite dans ce violent rebond value qu'il y a eu de novembre 2019 à mars-avril 2020. Novembre 2020, voilà, c'est ça. Pardon, à mars 2021. Mais il y a des secteurs, je pense aux boîtes exposées aux émergents, je pense aux pétrolières, même si elles se sont reprises récemment, il y a des secteurs qui sont vraiment sur des niveaux très bas. Alors pour répondre à votre question sur les banques, oui, je pense que les banques assainies maintenant et qui n'ont pas souffert du fait du soutien des États de la crise Covid, les banques ne sont plus à des prix débiles, mais elles sont encore bon marché. Et elle serait la caricature des boîtes favorisées par une reprise des taux longs et une portification de la courbe. Donc ça, c'est typiquement un secteur, même si ce n'est pas le plus délaissé, c'est typiquement un secteur qui pourrait poursuivre un début de rattrapage. Ouais. Sur les émergents, là, alors je ne sais pas, dans le stock picking que vous avez mis en place là, pour démarrer cette année 2022, comment on joue l'idée des émergents à travers des entreprises européennes, puisque ça reste quand même plutôt votre univers d'investissement, Marc? Alors, Arnaud le mentionnait également, il y a eu clairement une forte défiance envers les émergents, pour des problèmes sanitaires, bien sûr, mais également pour les problèmes de devises. On a eu beaucoup de dégradation des devises émergentes. Et donc, en bourse, ça s'est traduit par des sociétés européennes exposées aux émergents qui sous-performent. On peut citer, parmi les plus connus, Santander, du fait de son exposition au Brésil, mais où ça se passe très bien malgré la crise pour eux. On peut citer AB InBev, le grand brasseur, qui certes est exposé aux émergents, mais quand vous vendez de la bière, si vous voulez de la croissance, il vaut mieux être au Brésil qu'en Allemagne, où c'est très élevé, mais où ça baisse. Donc, c'est des valeurs qui, si vous regardez leur parcours boursier l'année dernière, clairement, elles ne l'ont pas fait la hausse. Hein. Donc, c'était mentionné par Arnaud, est-ce qu'il faut y aller tout de suite, est-ce qu'il faut attendre? Ça, c'est toujours un exercice délicat, mais ce sont clairement des valeurs en retard et de qualité. Oui, et puis intéressant, parce que Santander, là, donc, coche la case financière, voilà, plus la case émergente, d'une certaine manière. C'est exact. Si on veut être doublement contrariant pour celle-là, elle permet d'être sur les deux thématiques. Ouais. Puis je notais au passage, dans le secteur bancaire, ce sera intéressant de voir, alors vous connaissez bien BNP Paribas, par exemple, Marc, vous êtes actionnaire quand même depuis longtemps des banques françaises et de BNP Paribas. Ils ont 7 milliards de cash aujourd'hui à redistribuer ou à utiliser après la cession de Bank of the West, qui est quand même la fin d'une histoire majeure dans l'activité de retail de BNP Paribas aux États-Unis. Alors BNP Paribas est clairement un des gagnants de cette crise d'il y a 10 ans, puisqu'ils ont pris des parts de leader d'un banque d'investissement en Europe. Ils ont évité les principales bêtises, ils ont capitalisé doucement. Et effectivement, à la suite de la cession de l'activité américaine, ils peuvent réemployer ce cash, le distribuer aux actionnaires. En fait, ils vont faire les deux. Mais vous voyez, BNP est un bon exemple de ces banques qui, quand même, ont commencé à se reprendre sérieusement. Donc moi, j'ai toujours du BNP, mais j'en ai moins qu'il y a 3-4 ans. C'est plus aussi bon marché que ça a pu l'être pour vous. Je considère que c'est encore bon marché compte tenu de la qualité de la boîte et encore une fois, du fait qu'elle sort gagnant de la crise. C'est plus donné à la rue comme prix. Et donc, j'en fais plus une principale conviction. Bon, et puis il y a un dossier, alors je ne sais pas, peut-être qu'on peut le classer dans les situations spéciales, le dossier Atos, qui a été un marqueur à l'envers, entre guillemets, de 2021, puisque le titre s'est effondré de 50% en 2021, quand Capgemini, qui est incomparable français d'Atos, a gagné plus de 60% boursièrement parlant sur l'année écoulée. Vous avez investi dans Atos l'an dernier, et puis la position a quand même beaucoup grossi là, en fin d'année. Ça devient une position très importante dans votre fonds chez Mandarine, Marc. Comment vous regardez le cas d'investissement Atos, là, aujourd'hui, avec les mouvements peut-être à attendre? Alors effectivement, avec le biais contrariant qui est le mien, on n'est clairement pas sur une belle réussite boursière des dernières années. Mais pour moi, trop c'est trop, quoi. C'est-à-dire que c'est une société qui, certes, a déçu sur une partie de son business, en fait l'hébergement des données, qui est un secteur qui était peu porteur et dont
Le déclin s'est accéléré avec la crise Covid. Ils ont fait, pour employer notre jargon, un gros profit warning dans l'année. Pour moi, c'était une occasion de s'y intéresser. Mais d'abord, ils ont une partie légèrement majoritaire de leur business qui croît très vite, comme par exemple dans la sécurité, etc. Donc, ils n'ont pas que des métiers qui vont mal. Leur activité en décroissance peut être cédée parce qu'on est dans des logiques de devenir plus gros, dans des logiques industrielles, et il y aura des acheteurs pour ça. Un nouveau patron vient d'être nommé, il arrive. À la première nouvelle de cession d'activité, ce titre qui s'est effondré, alors ça ne fait pas rêver comme Apple, hein, j'en ai bien conscience, mais c'est un titre qui s'est effondré, qui est probablement trop peu cher payé. Et puis dernière remarque, elle s'est effondrée quand il y a eu ce profit warning, puis un mois après elle a repris parce qu'il y a commencé à avoir des rumeurs d'OPA. Eh oui. En fait, des fonds d'investissement qui pourraient s'intéresser. Oui, c'est générateur de cash flow, on sait que le problème est soluble. Quand ça baisse trop, vous voyez des financiers qui ont les poches pleines, comme vous le savez en ce moment, rôder. Et donc, on a aussi ce parachute qui est que ça ne peut plus trop baisser parce que sinon, il y aura des prédateurs. Ouais. Donc, j'aime bien ce dossier. Ouais, c'est-à-dire que voilà, il commence à cocher. On a fait le profit warning là, qui permet de nettoyer un peu les comptes. Nouveau directeur général qui arrive. La valeur est sortie en plus de tous les grands indices, donc elle est un peu moins sous les feux des projecteurs. Donc, c'est un bon démarrage, une bonne situation d'investissement là pour 2022. Je trouve, et a fortiori avec ce côté spéculatif qui traîne et qui fait que, encore une fois, même si on n'a pas des bonnes nouvelles très 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 rapidement, je ne la vois pas continuer à avoir des difficultés boursières. À minima, on a fait la maladie, on peut avoir des bonnes surprises. Ça pèse 4 milliards. 4 milliards Atos. Hein. Oui, c'est moins que 3 000 milliards. Ah oui, non. C'est beaucoup moins. Et c'est vrai que voilà, on verra l'avenir d'Atos. Ce sera un dossier à suivre, intéressant de suivre ce type de dossier, effectivement, qui a énormément souffert en 2021 contre la tendance des marchés, voir quel peut être l'avenir d'un dossier comme Atos sur 2022. Merci beaucoup, Marc, d'être venu nous parler dans cette émission Smart Bourse de la mi-journée. Marc Renaud, le président de Mandarine Gestion, qui était avec nous. On se retrouve évidemment à 17h en direct sur Bismart.